Chaque jour dans le monde, des milliers de kilomètres de tuyaux en acier sont posés, sous la terre, les océans et les déserts. Mais comment crée-t-on un tuyau capable de supporter 1000 atmosphères de pression, 3000 degrés de chaleur et de ne pas rouiller pendant des décennies? Ce n'est pas juste un morceau de métal, c'est une merveille de technologie. Des centaines de tonnes d'acier passent par le feu, les chocs, la pression, les ultrasons et même les rayons X avant d'avoir une chance de faire partie d'un gazoduc ou d'un oléoduc. Mais il y a un détail que tout le monde passe sous silence. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment une seule erreur invisible peut coûter des millions ou des vies. La première étape de la fabrication des tuyaux en acier de grand diamètre est la préparation de l'ébauche d'acier, d'où naîtra le futur tuyau. Il peut s'agir d'une tôle d'acier de 20 à 50 mm d'épaisseur, si l'on parle de tuyaux soudés, ou d'une billette ronde massive, pour les tuyaux sans soudure. Dans l'atelier, un bruit sourd, de la chaleur et d'imposants ponts roulants. Les tôles ou les billettes d'acier sont amenées sur la ligne de production et placées sur des rouleaux. S'il s'agit d'une tôle, on la coupe en largeur en tenant compte du futur diamètre du tuyau et des marges pour la soudure. Par exemple, pour un tuyau de 1600 mm de diamètre, la tôle peut mesurer 12 ou 14 mètres de long. Tout est découpé automatiquement par des installations au plasma ou au gaz et les bords sont usinés avec des fraises spéciales pour le chanfreinage, afin que le cordon de soudure soit ensuite parfait. Si l'ébauche n'est pas assez plastique, elle doit d'abord subir un traitement thermique. On chauffe le métal à 1200 degrés pour réduire ses contraintes internes et faciliter le formage. La température dans le four est telle que l'acier luit d'un orange vif, comme du charbon ardent. S'il s'agit de tuyaux sans soudure, on envoie l'ébauche, un cylindre d'acier, au laminage. On la perce d'abord avec un mandrin spécial pour créer une cavité. Puis, on la fait passer entre des cylindres rotatifs qui étirent progressivement les parois et forment le diamètre. Tout cela ressemble à la transformation d'un morceau de fer en un manchon métallique brillant qui respire la chaleur. Pour les tuyaux soudés, on commence par le cintrage de la tôle en forme de tube. C'est soit un cintrage longitudinal sur des rouleaux, soit un enroulement en spirale, selon le type. Ici, il est crucial de maintenir une géométrie parfaite. Même quelques millimètres de déformation entraînent des problèmes lors de la soudure ou de l'assemblage. C'est ici que se joue le destin du tuyau. Résistera-t-il à la future pression de 1000 PSI, à un froid de moins 40 degrés et à la corrosion souterraine? Ensuite, on amène dans l'atelier une tôle d'acier qui ressemble à une énorme plaque de lave étalée sur le sol. Elle est épaisse comme une armure, froide et tenace, mais une transformation l'attend. Des rouleaux, tels des doigts de géant, plient lentement cette feuille en un arc. Pas en un seul mouvement, mais pas à pas, avec une précision millimétrique. La machine comprime le métal avec une telle force qu'on l'entend grincer, comme s'il résistait. En quelques minutes, la tôle est déjà un cylindre géant. Il n'est pas encore soudé, il ne tient que par la force du cintrage, mais sa forme est déjà fixée. Un peu comme un livre qui ne se referme plus une fois qu'on l'a plié en son milieu. À l'intérieur du tuyau, un chariot de soudage s'avance. Il commence par l'intérieur. Un arc électrique jaillit, le métal fond, et le cordon de soudure s'étire comme une rivière de lumière incandescente. Puis, un autre chariot s'occupe de l'extérieur. C'est là que le joint prend forme. La température ici atteint 3000 degrés Celsius. Les étincelles pleuvent en cascade, l'air tremble. Les gens observent de l'extérieur, à travers une vitre de protection,
car c'est si éblouissant qu'on pourrait en devenir aveugle. Tout est contrôlé par des automates. La soudure doit être parfaite. Sinon, toute la structure partira au rebut. Quand la soudure est terminée, la partie la plus stressante commence, le contrôle. Tout ce qui semblait parfait de l'extérieur doit maintenant prouver sa force dans des conditions réelles. Car ce tuyau n'est pas destiné à la ventilation d'un toit. Il travaillera à des dizaines de mètres de profondeur, sous une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Et il doit durer des années sans aucun droit à l'erreur. Des spécialistes en combinaison de protection longent lentement le tuyau, l'éclairant avec de puissantes lampes, à la recherche de défauts visuels, fissures, pores, zones non soudées. Puis, les ultrasons entrent en scène. Des capteurs glissent le long du joint et envoient des vibrations dans le métal. S'il y a un vide à l'intérieur, le signal est réfléchi et l'appareil le détecte immédiatement. C'est comme chercher des fantômes dans un corps d'acier. Ensuite, on remplit le tuyau d'eau sous pression, souvent plus de 100 bars, ce qui est bien plus que dans un chauffe-eau ou une bouche d'incendie. On le ferme aux extrémités et on le gonfle jusqu'à ce que les parois s'élargissent visiblement. Si le cordon de soudure a la moindre micro-fissure, l'eau trouvera un chemin vers l'extérieur. Maintenir la pression pendant plusieurs minutes est une condition sine qua non. La moindre fuite et le tuyau est hors jeu. Pour les tuyaux critiques, on ajoute un autre niveau de contrôle, les rayons X. Oui, dans l'industrie, on n'utilise pas les rayons X qu'en médecine. Les rayons traversent le métal et laissent une ombre du joint sur un film. Les ingénieurs l'examinent comme une image d'IRM. Y a-t-il des défauts? La structure est-elle uniforme? La température de soudage n'a-t-elle pas baissé? Et aussi, des scanners laser lisent la forme du tuyau sur toute sa longueur. Le diamètre, l'épaisseur de la paroi, l'ovalisation, tout doit être dans les tolérances. Ce n'est qu'après avoir passé tous ces tests que le tuyau reçoit son marquage et est autorisé à être mis en service. Sans certificat, ce n'est qu'un morceau de métal. Avec, c'est un pilier de l'empire pétrolier et gazier. Après les contrôles, les tuyaux arrivent dans la partie la plus chaude de la production, le traitement thermique. Pour qu'un tuyau ne se fissure pas par grand froid ou ne se déforme pas sous un soleil de plomb, il doit passer par le feu. Tout commence dans un four industriel de plus de 30 mètres de long, où la température peut atteindre 950 degrés. Les tuyaux, longs de 12 ou 14 mètres, entrent sur un chariot réfractaire, comme dans la gueule d'un dragon de métal. À l'intérieur, une chaleur jaune-orangée, un reflet rouge sur les murs, un silence épais et brûlant. Le chauffage dure jusqu'à 2 heures, selon l'épaisseur de la paroi. Ce processus doit être uniforme, sinon une partie deviendra plus molle, une autre plus cassante. La température est surveillée par des thermocouples. Un automate calcule le cycle. Trop vite, et des contraintes internes apparaîtront. Trop lentement, c'est une perte de temps et d'énergie. Après le chauffage, les tuyaux sont sortis du four et amenés à la zone de refroidissement. Des jets d'eau les arrosent d'une douche glacée sous pression, ou bien le tuyau est immergé dans un bain de refroidissement spécial. Le changement de température de 900 à 50 degrés se fait en quelques minutes. Le métal se verrouille, le réseau cristallin se stabilise, la résistance augmente considérablement. Dans certains cas, après la trempe, les tuyaux subissent un revenu. C'est un réchauffement répété, mais doux, à 300 ou 600 degrés. Cela élimine les contraintes résiduelles, rend le matériau moins fragile et plus plastique. Car le tuyau ne doit pas seulement supporter des charges, mais aussi ne pas se briser en cas de choc ou de déformation. Ensuite, la surface du tuyau est nettoyée jusqu'à obtenir un éclat métallique, après quoi on applique des couches de polymère ou de bitume qui repoussent l'humidité, les produits chimiques
et la terre. Le plus souvent, c'est un système à 3 couches. Un primaire, une résine époxy et un polyéthylène extérieur. Le revêtement adhère fermement au métal et résiste des décennies sous terre, sans rouille, fissures ou décollement. Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais, et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai? Et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant. Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants et les fils, par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement. La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge. Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites,
elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple, passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite, il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées dans la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200, voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée, puis traitée avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium. En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement? Eh bien, certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables, vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine. Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques. Ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants, car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles. Et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques. On parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés, avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques. Puis il part à la fonderie, où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils, sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques.
Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures. Le transport des composants toxiques et des résidus non recyclables, eh bien ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière, l'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs, eux, suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement. C'est ici que naissent les géants d'acier. Chaque année, plus de 300 millions de vannes industrielles sont fabriquées dans le monde. Et tout commence par le feu, le fracas, et des températures allant jusqu'à 3000 degrés Fahrenheit. Des fours titanesques, du métal en fusion et une précision fulgurante au dixième de millimètre près. Tu vas voir comment une simple roche devient une pièce capable de stopper le flux de pétrole, de gaz ou de produits chimiques sous une pression qui peut faire exploser une canalisation. C'est une histoire de puissance, d'ingénierie et du cœur brûlant de la métallurgie. Dans les profondeurs de la Terre, à plusieurs centaines de mètres, d'énormes excavatrices arrachent la roche brute. Des tonnes de minerais sont extraites. C'est la base des futures vannes industrielles. Les carrières s'étendent sur des kilomètres. Des foreuses perçant le sol, pendant que des camions aussi hauts qu'un immeuble à 2 étages transportent les matériaux vers des concasseurs. Là, des mâchoires d'acier écrasent la pierre pour la préparer à sa transformation. Le minerai broyé part ensuite vers les aciéries. Dans les hauts fourneaux, où il fait 1600 degrés Celsius, le fer est séparé des impuretés et se transforme en coulées brûlantes de métal fondu. Regarde-moi ça! D'immenses poches remplies d'acier liquide se penchent lentement pour verser leur contenu dans des moules. Des flammes, des étincelles, un vacarme assourdissant. Tout ça fait partie du processus qui donne naissance à un matériau capable de résister aux pires conditions. Une fois refroidi, le métal est découpé en plaques, en barres, en blocs. Chacune de ces pièces peut devenir une partie d'une vanne. Des trains et des camions les transportent vers d'autres usines. Là où commence la phase suivante. Transformer ce métal brut en mécanisme de précision. Tout débute par la conception. Les ingénieurs établissent un plan ultra détaillé, en prenant en compte la température, la pression, le type de liquide ou de gaz que la vanne devra gérer, et sa durée de vie. Si nécessaire, les prototypes sont testés sur des bancs spécialisés qui simulent les conditions réelles d'utilisation. Et ce processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la complexité de la vanne. Statistiquement,
Plus de 60% du temps de développement est consacré aux tests de prototypes. C'est particulièrement vrai pour les vannes destinées à l'industrie pétrolière ou gazière, où la moindre erreur est critique. Une fois le modèle validé, les matériaux et les techniques de fabrication sont choisis en fonction de leur résistance à la pression et à la corrosion. Le métal arrive à l'usine. Le design est prêt. Il est temps de passer à la fonte. On verse le métal fondu dans des moules spécifiques pour obtenir la forme désirée. On utilise différents métaux, mais les plus courants sont la fonte, l'acier et le bronze. Chacun a ses propriétés, qui le rendent adapté à certaines conditions. D'abord, on chauffe le métal à des températures extrêmes. Par exemple, la fonte, l'acier ou le bronze fondent à plus de 1500 degrés Celsius. À cette température, le métal devient liquide et peut être coulé dans des moules spécialement conçus. Ces moules ont exactement la forme de la pièce à fabriquer, circulaire, plate, creuse, tout est possible. Ils sont fabriqués dans des matériaux ultra résistants, comme le sable ou le métal, pour supporter cette chaleur intense. Le moulage dans le sable est courant. On obtient des pièces faciles à usiner ensuite. Dans une grande usine de vannes industrielles, la fonderie est un vrai spectacle. Regarde ces blocs métalliques géants que la grue soulève dans les airs. Ils pèsent des centaines de kilos et brillent d'un éclat froid. La grue les amène doucement vers le four de fusion, chaque mouvement calculé au millimètre près. Quand les blocs tombent dans le cœur brûlant du four, un bruit sourd résonne. Puis, le métal commence à fondre. Il bouillonne, tourbillonne, comme de la lave en furie. La chaleur est telle qu'on la sent de loin, et la lumière orange te donne l'impression d'être devant les portes de l'enfer. Quand la consistance est parfaite, les opérateurs lancent la coulée. Un bras géant incline lentement le creuset. Une vague épaisse de métal en fusion déborde et remplit les moules en quelques secondes. Autour, de la vapeur s'élève. Même les moules réfractaires semblent au bord de fondre. Pour fabriquer des vannes fiables, on utilise des méthodes combinées de refroidissement. D'abord, on laisse les pièces reposer dans le moule. Puis, on les plonge dans des bains d'eau, d'huile, ou on les refroidit à l'air comprimé. Parfois, les pièces passent dans des fours à refroidissement progressif. C'est essentiel pour éviter les fissures et garantir une solidité maximale. Chaque pièce est ensuite nettoyée par sablage ou grenaillage, des jets puissants de sable ou de billes métalliques qui retirent les résidus de moule et la calamine. Pendant la fusion, la chaleur crée une couche d'oxyde sur la surface qu'il faut absolument enlever. Ensuite, on coupe les excès de métal, les canaux de coulée nécessaires au remplissage uniforme du moule. Parfois, ils représentent jusqu'à 20% du poids total. Place à l'usinage. Les pièces sont fixées sur des machines à commande numérique. Des outils coupants retirent l'excès de matière pour créer des surfaces lisses, des canaux précis. Certains ateliers traitent près de 100 pièces par équipe. On fraise des emplacements pour les joints d'étanchéité, essentiels pour éviter les fuites de liquide ou de gaz. On perce les trous pour fixer les vannes aux tuyaux. Pour ça, on utilise des forêts ultra résistants, car la fonte et l'acier sont durs comme de la pierre.
Le diamètre intérieur des vannes peut aller de 10 mm à plus d'1 mètre, et la marge d'erreur ne doit pas dépasser un dixième de millimètre. C'est de la haute précision. Après l'usinage, on passe au polissage. Des disques ou bandes abrasives rendent les surfaces parfaitement lisses. Les parties internes des vannes sont particulièrement importantes. Leur qualité détermine la longévité de la pièce. Quand les vannes sont destinées à l'industrie chimique ou alimentaire, on les polit jusqu'à brillance miroir, car là, l'hygiène est cruciale. Enfin, toutes les pièces passent par un contrôle qualité strict. Imagine un peu, une plaque d'acier géante, grande comme une pièce, qui se transforme en une pièce parfaite. Pliée, super précise, on dirait qu'elle sort tout droit des mains d'un robot. Et tout ça, c'est grâce à une machine qui, en gros, plie le métal pour lui donner la forme qu'il faut. Les presses plieuses, c'est pas juste des outils, c'est carrément de la magie d'ingénieur, tu vois. C'est là que naissent les structures pour les bâtiments, les carrosseries de voitures, et même des pièces pour tes jeux vidéo préférés. Comment ça marche au juste? Quelle forme on peut créer à partir d'une seule plaque de métal? Et pourquoi le pliage, c'est tout un art, et pas juste une étape? Allez, on va décortiquer tout ça. Une presse plieuse, c'est un peu comme un énorme jeu de construction, mais pour le métal. Imagine une tôle toute plate qu'il faut plier pour obtenir une forme bien précise. La machine prend cette tôle et, hop, elle la plie avec des outils spéciaux pour avoir l'angle ou la forme voulue. D'abord, il faut vérifier si la tôle est bonne pour faire la pièce qu'on veut. Ça veut dire contrôler les dimensions et s'assurer qu'il n'y a pas de défauts, genre des fissures ou des cassures. Ensuite, on nettoie la tôle pour enlever la saleté et la rouille, avec une brosse métallique ou du papier de verre. C'est super important pour que le traçage soit net et pour la suite des opérations. Après ça, on trace sur la tôle avec des outils spécifiques, comme des règles, des équerres et des pointes à tracer. Ce traçage, ça comprend les lignes d'axe, les contours et aussi les points où il y aura des trous dans la future pièce. Pour que ce traçage tienne bien et ne s'efface pas pendant le travail, on recouvre la surface du métal avec une peinture spéciale. On peut utiliser de la craie sèche, ou alors un mélange de craie et de colle, ou même une solution de sulfate de cuivre. Une fois le traçage fait, on vérifie que tout colle bien avec le plan de la pièce. Dans les grosses usines, on utilise souvent des systèmes automatiques pour soulever et placer les tôles sur la machine. Ça peut être des convoyeurs ou des bras robotisés qui positionnent la tôle pile-poil sur la partie basse de la presse, qu'on appelle la matrice. Dans les plus petits ateliers, ou pour des petites séries, ce sont les opérateurs qui placent les tôles à la main. Les gars, enfin les opérateurs, avec leurs équipements de protection, gants et tout, ils soulèvent les tôles avec des outils spéciaux ou des palans et les posent sur la machine. Les tôles, ça peut varier en taille, hein? Des petites, qu'on peut soulever à la main tranquille, jusqu'à des plaques énormes qui demandent du gros matos pour les lever. Dans l'industrie lourde, on voit parfois des tôles qui font jusqu'à 10 mètres de long et 3 mètres de large. Ensuite,
On choisit les bons outils, le poinçon pour la partie haute et la matrice pour la partie basse. C'est eux qui vont décider comment le métal va se plier, exactement. Pendant le pliage de la tôle, la presse appuie avec le poinçon sur la tôle, et celle-ci se plie dans la matrice, créant la forme qu'on veut. Ce procédé permet de faire plein de formes et d'angles différents. Ça dépend juste du type de poinçon et de matrice qu'on utilise. La méthode la plus courante, c'est le pliage en V, utilisé pour créer des angles de toutes sortes. On retrouve cette forme partout, dans les éléments de construction, les carters de machines et d'équipements, les châssis et ainsi de suite. Le pliage en U, lui, sert à faire, des profilés en U, en acier ou d'autres métaux. C'est parfait pour fabriquer des profilés métalliques et des goulottes. Il y a aussi le pliage dit en arrondi ou rayonné, pour faire des pièces cylindriques ou coniques. On s'en sert pour produire des tubes, des cylindres et d'autres structures en volume. Pour des formes encore plus complexes, on peut faire du pliage multiple, par exemple pour obtenir un profilé en forme de caisson ou de chapeau. Le pliage de tôle permet donc de créer plein de formes. Mais faire une spirale, là, c'est une autre paire de manches. En général, les formes en spirale sont fabriquées avec des méthodes et des machines spéciales, comme les cintreuses à rouleaux ou rouleuses. Ces machines servent à fabriquer des surfaces cylindriques, coniques ou d'autres formes en volume. Elles créent des spirales en faisant passer le métal entre des rouleaux qui le façonnent petit à petit. On les utilise beaucoup pour fabriquer des tubes, des cylindres et d'autres structures métalliques qui ont besoin de cette forme en spirale. Quand on regarde une rouleuse travailler, on voit la tôle passer entre les rouleaux et prendre progressivement sa forme en spirale. La forme spirale, on la retrouve dans plein de secteurs industriels et même dans notre quotidien. Elle offre une grande résistance mécanique, une excellente conductivité. Elle tient bien la route face à la corrosion et à la fatigue du métal. Pensez aux ressorts, aux connecteurs, aux échangeurs de chaleur, à l'électrotechnique, l'électronique, l'industrie pétrolière et gazière, la chimie, les instruments médicaux. Partout là-dedans, on trouve des pièces en forme de spirale. Par exemple, pour les tubes spiralés en cuivre au beryllium, on utilise cette forme dans 50% des cas, grâce à leur superconductivité et leur résistance. Les câbles spiralés, on les trouve dans plus de 70% des systèmes d'automatisation industrielle, parce qu'ils sont flexibles et super résistants à l'usure mécanique. C'est logique. Et les ressorts spiralés, on les voit dans plus de 30% des actionneurs mécaniques, parce qu'ils permettent d'ajuster la force du ressort comme on veut. Dans le pétrole et le gaz, les tubes spiralés ont plusieurs avantages. Ils s'adaptent facilement aux changements de niveau et de direction quand on transporte le pétrole ou le gaz. C'est crucial, surtout quand on construit des pipelines dans des zones géologiques compliquées, tu vois. En plus, ces tubes ont une soudure en spirale qui simplifie leur installation. Du coup, ça prend moins de temps à monter que les tubes classiques avec une soudure droite. On utilise aussi ces tubes spiralés pour nettoyer les puits après une fracturation hydraulique. On injecte de l'azote par ces tubes. Pour virer le propan, c'est le sable spécial. Des fissures.
Ça permet d'espacer les maintenances et de remettre le puits en service plus vite. Pas mal, non? Ces formes métalliques, on peut les faire en différents matériaux, acier, alu, cuivre. Le choix du matériau, ça dépend de ce qu'on attend de la pièce finale, et si on peut la réutiliser ou la recycler. C'est vrai que les méthodes de fabrication traditionnelles, ça peut consommer pas mal d'énergie et de ressources, et ça, forcément, c'est pas top pour l'environnement. Mais bon, les technologies modernes, comme l'utilisation d'énergie renouvelable et l'optimisation des process, ça aide vachement à réduire cet impact. Le métal, l'avantage, c'est que ça se recycle et se réutilise super bien. Ça diminue la quantité de déchets et le besoin d'aller chercher de nouvelles matières premières. C'est particulièrement vrai pour l'acier et l'aluminium. Et pour protéger les pièces métalliques de la rouille, on utilise souvent des peintures en poudre. Elles sont plus écolos que les peintures liquides classiques, parce qu'elles n'ont pas de solvants organiques ni de cochonneries dedans. Passer à l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ça peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70, voire 90%. Par rapport aux énergies fossiles, c'est énorme. Améliorer les process et automatiser, ça peut faire baisser la conso d'énergie de 20 à 30% et réduire les déchets de 25%. Et réutiliser les pièces métalliques, ça diminue les déchets de 50 à carrément 70%. Dans le monde d'aujourd'hui, les structures en acier sont à la base de presque toutes les constructions, des maisons aux ponts, en passant par les sites industriels. Les armatures, qui renforcent le béton, doivent être à la fois solides et écologiquement produites. C'est pourquoi de plus en plus d'usines passent à la fabrication d'acier à partir de ferraille recyclée, un moyen de réduire considérablement l'impact environnemental. Allez, voyons en détail comment tout ça se passe dans une aciérie moderne et éco-responsable. Tout commence avec la ferraille, des vieilles voitures, des structures en béton armé, des tuyaux usés, des débris de construction et d'autres déchets métalliques. La ferraille est collectée dans des centres spécialisés, triée par type d'acier et nettoyée de ses impuretés, plastique, caoutchouc, peinture, résidus de béton. C'est une étape ultra importante, parce que la qualité de la matière première influence directement celle de l'acier final. Le tri est fait avec des séparateurs magnétiques, à la main et via des systèmes automatisés modernes. Les gros morceaux, comme les carcasses de voitures, les vieilles structures métalliques, les grandes pièces en fer, sont trop encombrants pour être directement fondus. Ils doivent donc être réduits à des morceaux plus petits, d'environ 10 ou 15 cm. Pour ça, on utilise d'énormes broyeurs, de vraies machines de guerre, avec des marteaux lourds ou des couteaux tournant à pleine vitesse. Un seul broyeur peut transformer des dizaines de tonnes de ferraille par heure en petits morceaux, prêts à fondre. Aujourd'hui, les aciéries modernes utilisent des fours électriques à arc, bien plus écologiques que les hauts fourneaux classiques. Ils fonctionnent à l'électricité,
ce qui permet de réduire les émissions polluantes de près de 60%. C'est énorme, tu vois? Le processus commence en chargeant dans le four la ferraille préparée. Ces morceaux d'acier propres et triés. À l'intérieur, de puissantes électrodes en graphite créent un arc électrique, générant une température hallucinante, plus de 1600 degrés Celsius. À cette chaleur, le métal fond en quelques instants pour devenir de l'acier liquide. Le gros avantage des fours électriques, c'est qu'on peut contrôler très précisément la température de fusion. Résultat, un processus super efficace, sans surchauffe inutile, moins d'énergie consommée et une qualité d'acier au top. Pendant la fusion, on ajoute des éléments d'alliage, des ajouts spéciaux pour améliorer les propriétés de l'acier. Les plus courants, le manganèse, le chrome et le nickel. Le manganèse rend l'acier plus solide et plus dur. Le chrome le protège contre la rouille. Et le nickel lui donne de la souplesse et de la longévité. Grâce au dosage précis de ces éléments, les producteurs créent des aciers adaptés aux besoins spécifiques du bâtiment ou de l'industrie. Les fours électriques permettent de garder une composition chimique super stable et de l'ajuster à tout moment pendant la fusion. Quand l'acier liquide atteint la bonne température et la bonne composition, il est transféré du four vers des grandes cuves spéciales qu'on appelle des poches. Ces poches, faites de matériaux ultra résistants au feu, peuvent contenir plusieurs tonnes d'acier fondu à plus de 1600 degrés Celsius. Ensuite, l'acier est versé dans des moules, ou cristalliseurs, où il se refroidit rapidement et durcit, formant des barres longues de métal brut. Ces cristalliseurs peuvent être ouverts ou fermés, selon les technologies utilisées. Dans les moules ouverts, l'acier refroidit naturellement. Dans les fermés, on accélère le refroidissement avec de l'eau. Les pièces obtenues sont appelées blooms, s'ils sont carrés ou rectangulaires, ou slabs, s'ils sont plats. Les longueurs standards vont de 6 à 12 mètres, la largeur et l'épaisseur varient selon l'usage prévu. Ces tailles sont parfaites pour le transport et le traitement. Après solidification et premier refroidissement, on découpe les bords irréguliers, on nettoie la surface des résidus. Les pièces sont alors prêtes à être envoyées au laminoir pour devenir des produits finis, armatures, plaques, tubes, etc. Pour le laminage, on utilise des laminoirs spécialisés qui réduisent progressivement l'épaisseur du métal et lui donnent la forme souhaitée. Les armatures ont généralement une surface nervurée pour mieux s'accrocher au béton. Ces nervures sont formées par des rouleaux spéciaux pendant le laminage. Le laminage se fait à haute température, ce qui rend l'acier plus malléable, sans fissures ni défauts. Après le laminage, l'armature est refroidie à l'air libre ou par des systèmes de refroidissement contrôlés pour éviter les tensions internes et les déformations. Chaque lot d'armature passe un contrôle qualité strict. On vérifie le diamètre, la résistance à la traction, la flexibilité et l'absence de défauts visibles. Pour ça, on utilise des appareils modernes, ultrasons, machines de test mécanique, inspection visuelle. Recycler la ferraille réduit les déchets dans les décharges et la pollution des sols. Réutiliser le métal limite l'extraction minière et donc protège les écosystèmes naturels. Les aciéries modernes, qui produisent des armatures à partir de ferraille, sont des modèles de technologie avancée, d'efficacité et de respect de l'environnement. Elles permettent non seulement de produire de l'acier haut de gamme, mais aussi de réduire l'empreinte carbone. Grâce aux innovations dans les fours électriques,
à l'automatisation et au contrôle qualité, ces usines sont des piliers du développement durable dans la construction. L'armature produite ici devient la base de structures solides et fiables, et le processus tout entier, un bel exemple de responsabilité écologique et d'excellence technique. Les produits de finish, tubes, armatures, pièces métalliques, sont emballés sur des palettes en bois ou en plastique. Ensuite, tout est sécurisé avec un film étirable pour éviter tout déplacement et protéger contre la poussière. Imagine une machine qui, d'un seul coup, comprime de l'acier comme si c'était du papier. Les presses hydrauliques, c'est pas juste de la mécanique, ce sont des monstres de puissance qui travaillent sous une pression de plusieurs milliers de tonnes. Un seul faux mouvement, et une pièce qui vaut une fortune finit à la ferraille. Comment on pilote ces géants? Comment un bloc de métal chauffé à blanc se transforme en une pièce pour un réacteur, un pont ou une turbine? Et pourquoi, ici, chaque millimètre compte? Aujourd'hui, tu vas voir une production où l'air lui-même vibre, et tu comprendras pourquoi le forgage du métal ressemble encore à un orage contrôlé. Regarde bien, ça va être puissant. Une presse hydraulique. C'est une machine surpuissante qui utilise la force d'un liquide, généralement de l'huile, sous très haute pression pour appliquer une force de compression énorme sur une pièce métallique brute qu'on appelle le lopin. Le principe, c'est la loi de Pascal. La pression créée dans le liquide se transmet partout pareil, dans toutes les directions, ce qui permet d'obtenir une force gigantesque, même avec un effort relativement faible sur le piston initial. Malin! Pour le forgeage, on utilise de gros lingots de métal, le plus souvent de l'acier, mais ça peut être d'autres métaux aussi. Ces lingots peuvent avoir différentes formes, carrés, ronds, polygonaux. Le lingot, chauffé jusqu'à luire d'un orange éclatant, sort du four. On dirait un morceau de soleil. Sa température dépasse les 1000 degrés. Il dégage une chaleur intense, comme si t'étais collé à un brasier. Un opérateur l'attrape délicatement avec une pince ou une sorte de louche spéciale. Et pendant un instant, une tension règne dans l'atelier. Tous les regards sont fixés sur ce noyau d'énergie. Et puis, un bruit sourd. La presse de forge hydraulique abat avec fracas son pied de plusieurs tonnes sur le lingot. À chaque coup, le métal incandescent change de forme. Il s'écrase, s'allonge, se courbe. La force de l'impact fait tout vibrer dans l'air, du sol jusqu'à ta cage thoracique. Des étincelles jaillissent de partout, de la vapeur monte et une bourrasque de poussière brûlante s'échappe dessous le pilon de forge. C'est pas juste de la production, ce sont les éléments, domptés par l'homme. Sur la presse, on installe des outils de spéciaux qui vont définir la forme de la future pièce. Ça peut être des tas-plats ou découpés, des plaques pour l'écrasement, ou des matrices spécifiques pour former des profils complexes. Le lopin chauffé est amené par un pont roulant ou un manipulateur et posé sur la table de travail de la presse. Le poids de ces lingots peut atteindre des dizaines, voire des centaines de tonnes. L'opérateur lance la presse. Sous la pression du liquide hydraulique, le piston avec son outil, le poinçon ou le tas, commence à descendre, compressant le lopin avec une force colossale sur les presses modernes. Ça peut être des centaines, voire des milliers de tonnes de pression. Le lopin est comprimé sur toute son épaisseur, ce qui modifie sa forme et sa structure interne. Ça permet d'obtenir un métal plus dense, plus homogène, sans vide ni fissure. Pour que la pièce prenne la forme voulue, on la retourne plusieurs fois et on la compresse sous différents angles. On répète le processus en plusieurs étapes,
en se rapprochant progressivement de la forme finale. À certaines étapes, la presse peut non seulement comprimer, mais aussi étirer le métal pour obtenir des pièces de différentes épaisseurs ou longueurs. Cette machine hydraulique géante n'agit pas au hasard. Son travail est piloté par des automatismes avec une précision au millimètre près. L'opérateur surveille attentivement tous les paramètres, la température du métal, la pression dans le système hydraulique, la position des outils, tout doit être parfait. Un coup de trop ou une pression trop forte et la pièce part au rebut, tandis que la machine risque d'être endommagée. Pour éviter ça, le système corrige chaque mouvement en temps réel. L'opérateur n'est pas juste un spectateur, c'est le chef d'orchestre de ce processus, qui fait confiance à l'automatisme, mais intervient quand c'est nécessaire. La presse hydraulique permet de contrôler très précisément la force de compression, la vitesse et la position de l'outil. Ça garantit une qualité uniforme sur toute la section de la pièce, même si elle est énorme. Contrairement au forgage au marteau, où l'impact peut créer une structure irrégulière, la presse comprime le métal doucement et uniformément. Ça forme une structure à grains fins, très solide dans toute la pièce. Les presses hydrauliques sont utilisées pour forger des lingots pesant d'une demi-tonne jusqu'à 170 tonnes, et même plus, ce qui est impossible à faire avec des marteaux. Les technologies d'Apelala modernes permettent aussi de réduire le nombre de fois où il faut réchauffer la pièce, ce qui économise de l'énergie et augmente la productivité. Ces presses hydrauliques géantes servent à fabriquer quoi, au juste? Eh bien, des essieux pour les locomotives et les wagons, des arbres de turbines, des cuves de réacteurs nucléaires, des éléments de pont et de structures de bâtiments, des pièces pour l'énergie, la construction navale, l'aviation. Bref, du lourd. Pour qu'une presse hydraulique fonctionne bien, c'est important de vérifier régulièrement le niveau et la qualité de l'huile hydraulique, changer les filtres, contrôler les joints pour éviter les fuites et purger l'air du système pour prévenir les ratés. Dans l'immense atelier, les stations de moulage s'enchaînent. C'est une ligne automatisée où le métal prend déjà une préforme avant même d'être chauffé. Des mélanges de sable modernes sont combinés à des réactifs chimiques pour créer des moules ultra précis. En quelques secondes à peine, ils durcissent et sont prêts à recevoir le métal liquide. Chaque étape est sous contrôle. La pression, l'humidité du sable, même le micro-relief à l'intérieur du moule. Quand tout est prêt, le métal fondu est versé dans les moules et sa transformation commence, passant de lave incandescente à des pièces au contour net, avec des tolérances minimales. Ce sont ces pièces moulées qu'on utilisera ensuite dans les systèmes hydrauliques, les turbines, les machines, partout où il faut une précision et une résistance maximale. Dans la fabrication des tubes sans soudure, tout commence avec des billettes métalliques massives, chauffées à 1000 degrés. Elles luisent comme de la lave volcanique et passent aussitôt sous une presse, mais au lieu de les aplatir, la machine perce littéralement leur centre pour créer un trou. Ensuite, la billette est étirée tout en tournant sur elle-même. Comme ça, le métal s'allonge uniformément pour former un tube long et résistant, sans aucune soudure. Après ça, c'est le calibrage précis. On redresse le tube, on lui donne sa forme et son épaisseur de paroi idéale. Puis, traitement thermique, un refroidissement contrôlé ou un nouveau chauffage pour renforcer la structure du métal. Pour finir, les tubes sont coupés, marqués et, le plus important, contrôlés pour détecter les défauts.
Des tests aux ultrasons et visuels garantissent qu'il n'y a pas la moindre microfissure à l'intérieur. Parce que ces tubes, ils vont travailler sous pression, dans les profondeurs de la Terre, ou au cœur des systèmes hydrauliques, là où la fiabilité doit être absolue. Le processus de création des câbles et des ressorts en acier, c'est une symphonie de force et de précision. Tout part de fils d'acier fins, mais incroyablement résistants. On les étire, on les trempe, on les traite thermiquement, puis on les tord en spirale serrée pour en faire des câbles capables de supporter des charges colossales. Les ressorts, eux, sont formés par enroulement à chaud ou à froid, selon les conditions dans lesquelles ils devront travailler, que ce soit dans des ascenseurs ou sur des engins de chantier. Mais le plus important, ce n'est pas la forme, c'est l'endurance. Les câbles et ressorts finis subissent des tests de résistance impitoyables. On les étire, on les comprime, on les plie des centaines de fois d'affilée. Tout ça sous l'œil de capteurs qui enregistrent la moindre petite déviation.